Voilà d'abord donc une tentative de conclusion de cette première partie qui était peut-être un peu trop longue, trop large. J'ai essayé de vous expliquer donc les grandes lignes de la philosophie, de la praxis de Sartre. Et voilà, pas facile à résumer, je vais quand même essayer de résumer l'essentiel en faisant donc aussi en même temps un petit rappel historique, parce qu'il y a évidemment le problème de la praxis, elle ne date pas de Sartre, elle ne date pas non plus de Gramsci, elle ne date pas non plus de Marx. On peut remonter beaucoup plus loin en réalité dans l'histoire de la philosophie. Donc ça commence, disons, avec Aristote. Ou Platon, si vous voulez. De toute façon, c'est dans l'Antiquité grecque. Parce que depuis Aristote, c'est depuis Aristote que nous sommes habitués à parler à faire la distinction entre un concept de la praxis, qui chez Aristote est essentiellement défini comme un bios practicos, praxis de la vie, ou plutôt comme un agir normatif, ou comme une activité éthico-politique de la polis, la cité grecque, et en même temps comme un anticoncept à la théoria, chez Aristote, hein, la théorie, la vision plutôt contemplative des choses. Donc ça c'est une... Et l'autre concept de praxis, c'est un concept de poiesis. Vous trouvez chez Aristote donc la politique praxis et l'opposition entre praxis et poiesis. Et poiesis, c'est désigne l'activité transformatrice, créatrice et téléologique de l'homme. Le concept donc de praxis en tant que travail. C'est exactement ça ce que reprend d'ailleurs Hannah Arendt dans la condition de l'homme moderne, lorsqu'elle aborde le problème justement du travail et de Marx. Justement, première étape. Deuxième étape dans l'histoire de la philosophie, Emmanuel Kant, l'auteur des trois critiques. Donc, pour lui, praxis est définie essentiellement comme une application de concepts, de principes et de règles universelles à des cas précis donnés par l'expérience. C'est-à-dire comme le contraire absolu d'une science spéculative. Elle a comme présupposé la liberté de l'action humaine. Troisième étape, Marx. Donc je saute sur Fichte par exemple, donc il y a aussi pensée de la praxis, mais c'est très important, donc à l'autre suite de Sartre, d'Aristote à Kant, et de Kant à Marx. Parce que chez Marx, évidemment, je saute sur Hegel, donc qui, dont la dialectique évidemment est extrêmement importante, mais tout à fait présente dans Marx, comme elle est présente dans Sartre. Donc chez Marx, la praxis devient, pour ainsi dire, pour la première fois, et ça c'est le résultat d'une confrontation philosophique menée essentiellement avec Feuerbach, qui trouve son expression dans les 11 thèses de Marx sur Feuerbach, 1847, hein, donc 45, pardon, 45, 46, oui, donc, et donc pratiquement écrit, voilà, presque au même moment que les manuscrits parisiens philosophico-politiques de Marx de 1844. Donc la praxis devient donc pour la première fois au XIXe siècle chez Marx, après Feuerbach, la catégorie principale d'une philosophie matérialiste et dialectique dont l'objectif est la transformation du monde. Sens même 11e thèse de Marx, Feuerbach. Hein. En même temps, les philosophes se sont contentés d'interpréter le monde. Maintenant, le moment est venu pour la transformer. La quintessence de cette philosophie marxienne de la praxis, c'est cette conception nouvelle de la praxis qui sera reprise et reformulée par donc d'abord
dire, au XIXe siècle, à toute la fin du XIXe siècle, par Labriola, philosophe marxiste italien, donc, qui publie son livre sur le matérialisme historique toute à la fin du XIXe siècle, encore avant Gramsci, va essayer de fonder une philosophie de la praxis en conformité avec les enseignements de Marx en même temps. Donc. Et c'est cette conception nouvelle de la praxis qui va aussi sera donc importante pour le néo-marxisme du XXe siècle. Ça compte énormément pour Lénine, bien sûr, pour Lukács, pour Gramsci, Althusser, Henri Lefebvre, Ernst Bloch, pour ne nommer que les plus importants, donc sur cette liste. Et de là, et Sartre, finalement. Donc évidemment, chez Sartre, où cette définition classique de la praxis, cet antagonisme, on va dire, entre praxis et poésis, semble être dépassé directement et volontairement dépassé, en même temps avec tout en tenant une certaine distance par rapport à la définition de la praxis donnée par Marx, c'est-à-dire complexifiée essentiellement par cet héritage de la phénoménologie husserlienne et heideggerienne de la pensée sartrienne. Où la praxis devient, premièrement, voilà, pour résumer ce qui a déjà été dit, dans les heures précédentes, au début de ma conférence, donc ce processus, la praxis comme processus de transcendance du pour-soi, un pour-soi s'auto-positionnant avec ses possibilités infinies d'intervenir dans le champ de la praxis, dans le monde, pour transcender le monde, pour transcender tout. Cela dans la transparence de l'action créatrice de l'homme. Et deuxièmement, et là encore une fois, héritage de la phénoménologie, notamment de l'ontologie phénoménologique existentielle de Heidegger, temporalisation libre, praxis comme temporalisation libre et réorganisation efficace du champ pratique en vue de buts visés. Donc, la praxis est téléologique, évidemment, parce qu'il n'y a pas à agir sans un but visé. Autrement dit, il s'agit toujours, pour Sartre, d'un rapport ontologique et existentiel, ça c'est tout à fait premier et décisif et déterminant pour lui, impliquant un être organique, c'est-à-dire le sujet humain, l'individu, le pour-soi, qui est défini, je le répète, essentiellement comme être projet, se projeter en avant et comme être dans le monde en tant que conscience active dans un processus dialectique de transformation du champ pratico-inerte. Point. Donc, si vous voulez, là vous avez, dans cette phrase, vous avez tout, hein, j'ai essayé, j'ai tout, pour voilà, essayer de condenser dans une seule proposition philosophique l'essentiel de ce que Sartre comprend par praxis dans l'histoire de la philosophie. Tout en tenant compte ce que l'histoire de la philosophie, depuis Aristote, nous a déjà enseigné, n'est-ce pas, dans ce domaine. Et donc, alors il y a évidemment un apport spécifique de Sartre qu'on ne trouve nulle part dans ceux qui ont été dans les esquisses, les projets d'une philosophie de la praxis, énoncés donc déjà dans les autres auteurs que j'ai nommés, notamment les auteurs du néo-marxisme du XXe siècle. C'est évidemment l'aspect de la praxis. Alors il y a évidemment le problème de la circularité et de la temporalisation, mais et puis aussi, alors c'est un aspect qui est privilégié par Sartre, c'est évidemment l'aspect de la violence,
rapport praxis, processus, violence dans l'histoire. Donc, c'est un chapitre important de la critique de la raison dialectique. À la fin, vous trouvez ça à la fin, et c'est important aussi parce que là, on voit bien que le livre a été écrit en 1958 et 1959, essentiellement dans les années 57, 58 et 59, en pleine guerre d'Algérie. Le problème de l'Algérie n'était pas encore réglé. Et on trouve Sartre très engagé dans la critique, la dénonciation du colonialisme et dans la défense des colonisés, donc les opprimés, notamment ceux donc, qui luttaient contre, comme le FLN, donc, contre les citadelles du colonialisme. C'est une défense, entre autres, là on peut mesurer évidemment la différence théorique, philosophique et surtout politique entre Sartre et Albert Camus. Justement, elle se trouve dans, on peut dire, la justification dans tous ces textes. On peut faire aussi un lien de ce que Sartre écrit sur la praxis processus violence avec d'autres écrits anticolonialistes de Sartre. Donc justification en un sens philosophique du point de vue humaniste révolutionnaire de l'utilisation de la contre-violence contre l'oppression colonialiste et impérialiste. C'est plus ou moins c'est la quintessence évidemment de ce grand chapitre placé à la fin de la critique de la raison dialectique, donc, et c'était donc tout à fait d'actualité, n'est-ce pas? Parce que 2 ans après la publication de cela, il y avait les accords d'Évian, et l'Algérie est devenue un État indépendant. Donc, l'objectif pour lequel Sartre a lutté avec ses amis, les soi-disant porteurs des valises, n'est-ce pas, avec le comité Francis Chanson, notamment. Il était avec Sartre, il était des chansons. Francis Chanson, il le soutenait, pour les raisons, disons, d'aide aux Algériens, n'est-ce pas, donc, il était critiqué, et puis Sartre était donc aussi dans les viseurs, évidemment, d'une répression politique, hein, il y avait l'état d'exception, etc. Donc, grand philosophe, il a été épargné, je puis dire. Mais ses prises de position étaient très, aussi à l'égard, justement, de la troupe, n'est-ce pas, d'invitation à déserter, etc. Donc, c'était très clair. Donc, alors, la praxis humaine, qu'est-ce que c'est? La praxis, en dehors maintenant de cette contextualisation sur le plan historique, dans les luttes anti-impérialistes et anticolonialistes. Praxis humaine, Sartre n'est non seulement cela, mais bien sûr, il y a des formes de praxis émancipatrices. C'est très important pour la même raison qu'il a aussi appuyé le mouvement de guérilla, n'est-ce pas, en Amérique latine, Colombie, Cuba, Argentine, etc. Donc, il est très tiers-mondiste, disons, dans ses choix politiques. Et comme je vous ai dit, elle a été parmi les premiers, le premier philosophe qui est allé à Cuba quelques semaines après, déjà après la victoire de la révolution cubaine, en janvier 1959, pour saluer donc la révolution cubaine. Mais la praxis humaine, dans le quotidien, pour Sartre, voilà, elle est comme action aussi, dans le champ pratique du social et de l'histoire, elle est caractérisée par cinq choses. Il y a 5 caractéristiques par Sartre. Premièrement, elle est transcendance. Les transcendances, il s'agit de transcender toujours donc, une situation. Deuxièmement, elle est unité synthétique. Troisièmement, elle est temporalisation. Quatrièmement, elle est totalisation. Et cinquièmement, elle est raison dialectique comme loi du faire, de l'être et du connaître. Donc, cela veut dire donc, que Sartre, comme dialecticien,
a vraiment voulu pousser jusqu'à l'extrême, je dirais, de cette recherche dialectique. Il a voulu le pousser jusqu'à leur extrême niveau et à ses extrêmes conséquences. Il a aussi pu démontrer que l'action, le faire, le travail, comme médiation entre l'organique et l'inorganique, est tout entière l'un et l'autre à la fois. C'est-à-dire qu'elle peut être saisie dans l'unité transcendante de l'invention et dans sa fragmentation en segments inertes. Donc il n'y a absolument aucun doute donc, que la praxis, donc, pour Sartre, est essentiellement et originellement praxis humaine destinée à sauver et à conserver la vie et relation de l'organisme à lui-même à travers le milieu organique. Donc, lisez là le dernier chapitre, à partir de la page 395, la raison dialectique jusqu'à la fin. Donc, on pourrait donc dire en conclusion que du point de vue de l'historien philosophique marxiste que je suis, donc que le dépassement de la définition marxiste classique de la praxis par Sartre se produit essentiellement par l'introduction donc, et l'invention d'un nouveau concept relativisant la portée et l'incidence de la praxis, ce qui est le concept de contre-finalité. Lisez tous les livres sur la praxis, vous avez presque écrit depuis Aristote, vous n'allez nulle part trouver ce concept. Le seul qu'il a forgé, qu'il a défendu, c'est Sartre. On ne peut pas penser à Sartre, il n'y a pas de Sartre sans contre-finalité. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que, beaucoup plus que d'autres philosophes néo-marxistes de son époque, que ce soit Lukács, Ernst Bloch, Henri Lefebvre, Althusser ou un autre, donc Sartre semble être fasciné par le fait que l'action, de toute façon, l'action, l'agir, la praxis, sous ses multiples formes, fondamentalement, est non seulement tentative de réalisation d'abus comme mise en œuvre téléologique d'un projet, mais qu'elle est aussi négation, là ça vient Hegel évidemment, elle est négation de la négation. Mais Hegel déjà lu dans les lunettes de Marx, la négation, pas Marx. Deuxièmement, et c'est sur cet aspect précis que Sartre met l'accent, à la différence des autres penseurs matérialistes de la praxis, au XXe siècle, Lukács, Gramsci, Bloch, c'est la praxis est un agir téléologique qui vient s'annuler dans son résultat. Car l'acte est toujours relatif. L'acte est toujours relatif, il est toujours transitoire, il est commandé par la vie apparemment, mais il s'abolit aussi dans la vie. Autrement dit, la praxis a toujours la tendance immanente de dépasser et d'effacer même ses actes. Elle est donc transformée elle-même par les contre-finalités. Ce dépassement, Sartre l'appelle contre-finalité. Il y a dans la praxis une contre-finalité qui empêche d'ailleurs que cette praxis soit positive. Comme action, la praxis, je le disais, est pour Sartre fondamentalement le projet organisateur d'un sujet conçu comme être projet, se projeter en avant, par le dépassement des conditions antérieures vers un objectif, vers une fin. Or, Sartre parvient à résumer. Maintenant, je me tourne vers le tome 2e de la critique de la raison dialectique. Là. Vers la fin, justement, de ce tome 2e, qui a été publié, je pense, aussi après la mort de Sartre, oui, 83 ou 84, encore après les cahiers pour le moral, qui sont donc des écrits posthumes. Il y a des œuvres vraiment très importantes de Sartre qui ont été publiés à son vivant. Maintenant, ils sont publiés, sauf les conférences de Rome.
que Gallimard ne veut pas publier, je ne sais pas pour quelle raison. Et donc, vers la fin donc, du tome 2 de la critique d'un réseau dialectique, l'essence même et la signification réelle de la praxis est résumée par Sartre lui-même dans les 5 conclusions suivantes. Donc je lui donne, voilà. 1. Que l'action qui se pose pour moi se réduit à produire une synthèse passive. Elle se définit rigoureusement par la fin, par le but qu'elle est donnée. Donc c'est la nature téléologique de la praxis. Deuxièmement, maintenant, l'introduction du terme de synthèse passive, mais ça c'est pas Sartre, c'est Husserl, c'est hérité de la phénoménologie de Husserl. La synthèse passive est le robot, pour ainsi dire, qui engendre la raison positive de l'agir dans la maison où l'action, en se posant pour soi, se réduit à produire une synthèse passive. Troisièmement, alors il y a une sorte de rapport, le monde des fins en soi n'existe que par rapport à un fondement double, dit Sartre, c'est-à-dire, premièrement, le perspectivisme de l'organisme comme fin transcendante à l'action, deuxièmement, la dialectique elle-même comme loi du dépassement créateur de tous les moyens vers la fin et comme dissolvant en elle toutes les synthèses inertes. Et finalement, quatrièmement, l'action, c'est l'action, donc là, le problème de l'aliénation, justement, de l'action par sa réalisation. Puisque l'action a la tendance à s'aliéner par rapport à ses produits, ses résultats concrets, par les contre-finalités de ses produits, quitte à manifester des exigences anti-humaines, dit Sartre. Alors, vraiment, allusion à l'échec de la praxis. Et pourquoi? Parce qu'il est déjà immanent dans le projet. Immanent projet. On pourrait citer ici, faire une allusion à Adorno, qui de la dialectique négative dit, par exemple par rapport aux utopies, la réalisation de l'utopie est la fin de l'utopie. Et c'est dès qu'elle est réalisée, on a tenté de la réaliser, donc ce n'est plus l'utopie. Alors il y a une pourquoi? Parce qu'il y a cette contre-finalité, c'est dans le... Alors il y a, c'est une aliénation, évidemment, la praxis s'aliène dans son résultat de sa, on peut dire, substance initiale, et elle peut devenir, évidemment, ça peut tourner à la perversion. Une allusion à ce qui est arrivé, n'est-ce pas, par exemple, à des régimes qui ont commencé avec un espoir d'espérance et d'émancipation très grand, et qui ont fini, voilà, dans la dictature presque despotique, ou dans la tyrannie. C'était pas programmé. C'est-à-dire, je pense, quelque chose qui n'est pas du tout programmé. Là, ça peut pervertir le résultat. C'est compliqué avec la praxis. Il peut vraiment avoir, elle aussi, débauché dans le contraire de ce qu'on a voulu au début. Par exemple, je pense un petit peu à la révolution de 1917, bien entendu. Ce qui est arrivé avec Staline. Voilà. Bon. Est-ce que Staline est déjà dans le lignée de 17? Ça se discute. Ça se discute. C'est pas du tout évident. C'est pas du tout non évident non plus. Donc alors, il y a quelque chose. C'est très compliqué. Mais ça, il y a quelqu'un qui a vu ça, c'est-à-dire, il a le premier, disons, parce qu'il n'est pas, contrairement à la pensée de Bloch, sa pensée n'est pas, ses analyses ne sont pas du tout animées par un quelconque optimisme militant. Il focalise avec ces aspects, donc il est le seul qui pense en même temps l'échec, il veut savoir quelle est la raison de tant d'échecs, disons, de la praxis. Donc, c'est ce qu'on trouve dans ce quatrième point. Donc, mais c'est très compliqué, hein, parce que
parce qu'en même temps, dans ce quatrième point, Sartre reprend un peu la théorie marxienne de l'aliénation par le travail. Il s'inspire de cela, justement, dans le cadre du mode de production capitaliste, où la force du travailleur à la chaîne devient, pour ainsi dire, une marchandise qui est vendue sur le marché à titre de quantité d'énergie. Donc l'origine de ce système d'aliénation et d'exploitation n'est pourtant pas à rechercher, selon Sartre, dans la volonté effrénée des fabricants de s'approprier la valeur travail créée par les travailleurs à des fins d'accumulation et d'appropriation du profit, mais plutôt dans l'immense et lourde machine sociale et économique, mise en marche par les besoins. Donc Sartre opère beaucoup avec ce concept de besoin, évidemment. C'est déjà un petit peu en Marx, moi chez Sartre, évidemment, il pense que c'est toujours au nom du besoin que les groupes, dans la praxis concrète de l'histoire, s'organisent pour briser ces formes, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'acte sans besoin ni rêve d'agir. Autrement dit, toute action, toute praxis, toute tentative de concrétisation destinée à réaliser les rêves d'un monde meilleur, dont parle Ernst Bloch dans Le Principe Espérance, tire des besoins, son contenu premier et son urgence. Il tire des besoins, et non pas, comme pense l'auteur du Principe Espérance, d'une quelconque alliance productive de la conscience anticipante avec les images, souhaits utopiques. La différence entre Bloch et Sartre. Donc, Ernst Bloch pense évidemment que c'est possible grâce à l'aide de la catégorie de la possibilité. Et ça, on verra tout à l'heure. C'est compliqué. Parce que chez Sartre, c'est sur cette théorie du besoin et de la détermination de l'action, de l'agir humain par le besoin, dont la satisfaction supprime la rareté, que devrait être fondée la praxis du matérialisme historique et dialectique. La praxis du marxisme. Parce que le besoin, posant sa suppression comme posant le besoin, c'est le besoin que l'individu, quel qu'il soit, et si gratuit que soit son acte, agit sous peine de mort, directement ou indirectement, pour lui ou pour les autres. C'est par le besoin qu'il agit. Nous agissons pour nous ou pour les autres. S'il y a une conséquence, alors justement, pour le statut ontologique de l'action chez Sartre, donc, qui est donc toujours pensé comme une médiation entre l'organique et l'inorganique, cet échange Stoffwechsel dit Marx, n'est-ce pas? Donc c'est ce métabolisme, donc c'est un processus en cours, dépassement de la donnée, mais la reproduction déviée du même, dit Sartre. Donc Sartre s'est aussi principalement caractérisé par l'irréversibilité des processus d'extériorité, gouvernant par un mouvement cyclique, écartelé, éclaté. Et c'est ça, selon Sartre, l'origine de la genèse de l'aliénation. Donc, il s'éloigne donc là-dessus, évidemment, beaucoup de Marx et de Lukács en même temps. Puis aussi avec le concept de synthèse inerte, donc on a un peu l'impression que ça remplace des faits pour substituer un peu la théorie classique de l'homme aliéné et réifié, la conscience réifiée, chez Sartre, dans le marxisme. Mais en même temps, on peut dire il y a une convergence quand même avec la théorie marxienne de l'émancipation, où il s'agit du dépassement des conditions de travail, conditionnant la déshumanisation des travailleurs. Donc, en ce qui concerne le dépassement révolutionnaire de cette aliénation, ça c'est tout à fait possible par la praxis
dit Sartre, donc, refusant en lui et en tous les autres de se laisser limiter à cela. Donc c'est précisément pas cette prise de conscience déclenchant l'action dirigée contre sa propre aliénation que la dialectique apparaît, selon Sartre, comme le contenu substantiel même de l'action. Donc entre la synthèse inerte et l'intégration fonctionnelle, elle affirme son statut ontologique de synthèse temporalisante et s'unifie en unifiant, et pour s'unifier, qui ne se laisse jamais définir par le résultat qu'il soit. C'est cette volonté explicite de refondation du matérialisme historique et dialectique sur le fondement même de la praxis comme dialectique et comme processus. Et notamment sur les fondements d'une ontologisation, parfois excessive peut-être, de la relation capital-travail, et du phénomène de l'aliénation, qui fait incontestablement l'originalité de l'approche sartrienne. Incontestablement, on pourrait presque parler de dialectique de la dialectique. C'est cette dialectique de la dialectique qui détermine, selon lui, qui détermine l'autonomie aussi, l'autonomie de la philosophie sociale de Sartre, son originalité, face aux approches théoriques des autres courants du néo-marxisme contemporain. Donc une autonomie qui est constamment réaffirmée, réattestée par l'attachement de Sartre au vocabulaire de la phénoménologie, où la transparence aux présences brouille constamment, donc la terminologie matérialiste marxienne, celle de la sociologie marxienne. Par conséquent, donc, l'existentialo-marxisme de Sartre est bien le résultat de ce croisement unique dans l'histoire de la philosophie moderne et contemporaine, de la terminologie phénoménologique et l'ontologique existentielle, avec la terminologie de la perspective de la philosophie sociale, du matérialisme historique et dialectique. Donc ça ne peut être validé et classé autrement que comme une tentative de rattrapage extrêmement originelle du matérialisme historique et dialectique par une pensée profondément marquée, ancrée de par ses origines donc dans la phénoménologie, et en même temps comme une tentative de dépassement du marxisme dogmatisé. Mais d'un dépassement qui n'est pas limité à la seule mise en cause du marxisme stalinien avec sa dialectique arrêtée, telle qu'elle est caractérisée et critiquée dans Question de méthode, le grand chapitre introductif de la critique de la raison dialectique. Car ce dépassement concerne aussi en divers aspects, comme nous avons vu, donc, dans le domaine de la théorie de la praxis, la philosophie marxienne authentique elle-même, tout en la rejoignant pourtant dans la plupart de ses conclusions politiques. C'est précisément, je dirais, cette autonomie relative de la pensée sartrienne, et par rapport à la phénoménologie ontologique, et par rapport au marxisme classique, qui fait incontestablement son originalité et sa grande force d'attraction et de persuasion. Donc, voilà. Maintenant, peut-être un mot sur justement le rapport avec Hegel. La montre est là. Il nous reste une demi-heure. Quelle heure est-il ? 17h30. Oui, tu réponds une demi-heure. Une demi-heure. Peut-être on peut après quelques questions. Quelques questions. Ah oui, d'accord. Mais alors, allez-y peut-être et on fait un quart d'heure. Encore sur Gramsci. Hein, voilà, sur Gramsci, voilà. Tout à fait. Allez-y, parce que, oui, ça me semble.